Alors, c'est une... Ici, il y a des gens qui nous connaissent. Hein, c'est pas une conférence des générations. Mais c'est pas vraiment une conférence qui rentre dans un cycle qu'on est en train de mettre en place, qui n'est pas officiel, qui est officieux, qu'on travaille lentement, comme des militants. On a déjà, comme vous avez pu le constater, fait 2 conférences avec les camarades d'après la Révolution. Et il se trouve que nous avons cherché à coordonner des puissances de pensée. Bon, s'agrège à nous un collectif de camarades qui s'appelle pour le moment Groupe d'Action France Insoumise, Culture, Université, et on est dans l'attente d'une réponse de la jeunesse communiste. Alors, je ne vais pas m'étendre, on est en train d'écrire un texte qu'on va rendre public, qui expliquera pourquoi. Bon, je vais quand même dire 2 choses. Hein. S'il y a une nécessité, on pense, malgré nos différences, parce qu'il y a des différences de stratégie, des différences aussi d'éthos, des différences aussi de discipline. Hein. C'est un spectre d'investigation intellectuelle large qui va de la sociologie à la philosophie politique, en passant par la poésie, etc. etc. Mais il y a une urgence claire pour nous, celle qui est très simple, c'est qu'il y a une extrême droitisation de plus en plus radicale, et on sent que de toute façon ça ne va pas s'arrêter. Donc on a au moins 2 points communs. Il y a une lutte contre le capitalisme, les capitalismes avec un S, c'est plutôt comme ça qu'il faudra en parler, et évidemment l'antifascisme radical. Donc pour inaugurer ces conférences, nous avons commencé à avoir une perspective très modeste, parce qu'on sait aussi par militantisme que les collectifs c'est compliqué. Donc on va se contenter de programmer 4 conférences. On ne peut pas vraiment dire que celle de Paul, qui est invitée parmi nous aujourd'hui, fait partie de ce groupe de conférences, donc on vous fera une proposition dans les semaines qui viennent. Donc voilà, ça c'était un peu en guise de préambule. Peut-être qu'avant que je parle de l'œuvre de Paul et que j'introduise son livre, j'aimerais bien qu'il dise 2 mots sur, après la Révolution, je dirais après 2 mots sur la revue des générations. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est bizarre parce que du coup, je suis invité, mais je vais présenter une des organisations qui invite aussi. Donc, je suis invité et invitant. Donc, l'association Après la Révolution, qui est une association qui fait un journal du même nom, Après la Révolution, qui est un journal d'application de la pensée architecturale à d'autres objets que le bâti. Qui est une revue marxiste, communiste d'architecture, qui est beaucoup liée à l'ENSAS, l'école d'architecture de Saint-Étienne. Voilà, avec pour viser de repenser ce que ça veut dire l'architecture, mais aussi qui a pour visée de repenser ce que ça veut dire organiser le monde, et comment est-ce qu'il s'organise, par quelles infrastructures on l'organise, par quel mode de production, par quelle forme de pédagogie, pour citer les derniers numéros. Donc n'hésitez pas, elle est là, vous pouvez l'acheter, vous abonner, tout ça. Pour tous, c'est aussi un privilège de la génération d'avoir reçu à Saint-Étienne, puisque originellement, après la Révolution n'est pas née à Saint-Étienne, mais il se trouve qu'aujourd'hui ils sont à Saint-Étienne et il y a une émulation intellectuelle qui est extraordinaire. Bon, ces 2 revues marxistes à Saint-Étienne, c'est pas mal, hein, le nombre d'habitants qu'il y a, je trouve qu'on est au-dessus de la moyenne. Je dirais que nous, pour présenter la revue, on pourrait parler d'une revue marxiste hétérodoxe, dans une culture communiste libertaire. On n'a jamais lâché le mot communiste, on n'a jamais voulu le laisser au parti. On a gardé le mot communiste dans une époque de restauration politique. Et en gros, l'élément qui continue une restauration épouvantable, qui fait qu'on en est là où on en est. Et on voulait garder ce mot, s'interroger sur les émancipations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en restait. Donc il y a un pan de réflexion historique sur les luttes passées, et aussi une réflexion
philosophique, poétique, politique, sur qu'est-ce qui se construit aujourd'hui. Alors c'est une forme de possibilité d'introduire le travail de Paul. Paul a écrit 2 livres. On l'avait invité il y a maintenant 3 ans. Il a collaboré à 2 de nos derniers numéros, qui sont en fait un triptyque, qui pourrait, si on voulait un peu vulgariser, s'appeler écosocialisme. Voilà. Mais c'est plus complexe la façon dont on traite cette histoire. Donc, Paul a écrit dedans 2 textes. Pourquoi? Parce qu'on a fait une recension des intellectuels qui travaillaient sur les liens qu'il pouvait y avoir avec ce qu'on appelle la question de l'écologie. On s'intéressait évidemment à l'anthropologie qui a beaucoup déplacé des questions, notamment la pensée de Descola, dans ses numéros. Comment sortir d'écologie de la nature, avec ce texte emblématique que beaucoup de gens qui, s'ils ne le connaissent pas, je l'ai amené dans un souci de pédagogie, à savoir par-delà la nature et la culture, où il y a ce thème de décoloniser nos concepts, nous les Occidentaux. Réflexion sur l'écologie sociale, sur l'écologie culturelle, politique, technique, économique. Ça, c'est quelque chose qui ont en quelque sorte drainé les 3 numéros. Il y avait aussi une volonté pour nous de réinscrire la question écologique dans une généalogie qui est celle des histoires des émancipations. Et ça, mon camarade qui est à côté de moi, il participe grandement, notamment dans son premier livre qui s'appelle Terre et Capitale, avec un sous-titre magnifique qu'il continue de creuser, qui s'appelle Pour un communisme du vivant, qui est sa thèse, il vous en dira peut-être quelques mots, et il se trouve qu'il parle de 3 figures intellectuelles, une extrêmement connue, mais paradoxalement pas si bien connue que ça, qui est celle de Marx, et puis aussi 2 autres intellectuels moins connus, l'intellectuel péruvien Maritegui, et puis Raymond Williams, l'intellectuel marxiste anglais. Autre chose que je voulais dire, c'est qu'on a tenu dans ces 3 numéros à revendiquer les arts comme moyen d'éduquer entre guillemets, notre attention au monde, via notamment la présence de la poésie et des arts plastiques. Autre élément, on a revendiqué un rapport au temps, autre sujet fondamental, puisque le temps est lié à un système politique, la tyrannie du présentisme, le fait qu'il est probable que ce temps qui nous est imposé implique une relation à la mémoire et aussi une négation de l'avenir. Cet accélérationniste participe du capitalisme sauvage dans lequel nous vivons. C'est aussi pour ça que des gens comme Jérôme Bachet, Bernard Aspe ont travaillé sur ces numéros. Autre élément qui concerne mon ami qui est à côté, c'est que nous avons travaillé sur l'imaginaire, ce qu'on appelle l'hubris, de la consommation et de la croissance. À savoir la question qui a été portée dans les années 60 par très peu d'intellectuels dans le milieu marxiste, mis à part des gens comme André Gortz. Et on peut dire qu'à quelque part, je dis bien quelque part, le travail de Paul peut se situer dans une forme de continuation. Autre élément sur lequel j'aimerais dire 2 mots, c'est qu'il y a une opposition pour nous qui est claire, c'est on s'attaque au capitalisme vert. Le greenwashing, pour nous, c'est du mensonge. Le capitalisme n'est pas compétent pour sortir, en quelque sorte, on va dire, la société ou les sociétés de l'effondrement. On n'aime pas le mot transition écologique, on tient à rester révolutionnaire. Et puis aussi, on s'attaque évidemment, ça c'est une culture très ancrée originellement, bien avant le numéro 0 des générations, à savoir à affronter toutes ces formes, mais là en l'occurrence l'écologie d'extrême droite, à savoir le survivalisme fascisant, qui est questionnant et vraiment intéressant aussi à penser, parce qu'il y a un essentialisme derrière qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse. Donc, pour parler du livre maintenant. Alors, parmi les qualités du livre, le dernier, celui dont Paul va bientôt parler
pendant une trentaine de minutes, qui s'appelle Exploiter les vivants, une écologie politique du travail. C'est que déjà dans celui-là, on sentait qu'il y avait des questions qui allaient déboucher sur une réflexion profonde. Et moi j'avais noté, il ne s'agit pas de choisir Marx et Descola, il faut les penser ensemble. Donc ça je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et effectivement, il y a quelque chose d'un penser ensemble. J'avais aussi noté dans les nombreuses notes que j'ai prises, c'est que le livre pose la question de comment écologiser les luttes sociales. Ça c'est vraiment une question fondamentale. Il utilise souvent, notamment dans ses entretiens, la notion du point aveugle. Il y a des points aveugles et il nous dit que le point aveugle, c'est le travail, qui n'est pas pris en considération dans les analyses, notamment écologistes. Autre élément qui est très important, c'est que Paul nous fait prendre conscience, en quelque sorte, d'un des points aveugles principaux, c'est notre relation avec la nature. Et cette relation, elle est médiatisée par le travail. Ça n'a rien à voir avec la façon dont, par exemple, Bruno Latour nous la présente, ou rien à voir même comment Descola nous la présente, grand penseur qui parle d'ontologie. À savoir que ce qui est intéressant dans ce livre, il va y revenir, c'est que Latour et Descola pensent en quelque sorte que c'est à nous qu'appartient l'idée que nos sensibilités sont un problème en quelque sorte, et que ce problème c'est notre relation que nous les hommes nous entretenons, certains hommes, pas tous, très important, avec le monde des vivants. Pour Paul, ceci est bien, mais il faut inventer de nouvelles sensibilités d'écologie, de nouvelles sensibilités de la relation. En gros, il faut inventer notre politique. Donc c'est déjà un sujet extrêmement conséquent. Et ce livre est une esquisse d'une proposition, c'est un livre extrêmement ambitieux, où pour ceux qui sont un peu plus érudits sur la question, il va dialoguer de manière remarquable sur le plan philosophique avec des grands intellectuels méconnus en France qui commencent à l'être. D'ailleurs, il y a des livres ici que l'une et l'autre vendent, notamment Jason Moore qui a écrit Le capitalisme dans la toile de la vie, qui est un auteur absolument essentiel. Mais Paul, sur certains points, est en désaccord, et ce sont des désaccords extrêmement constructifs. Comme il y a un débat très intéressant avec Andreas Malm, que nous avions aussi invité dans la revue des générations, puisqu'à la fin d'entretien avec nous, qui lui est un communiste léniniste et qui a travaillé sur l'anthropocène contre l'histoire. Donc voilà une présentation un peu générale qui a présenté maintenant nos revues, notre désir d'association pour mutualiser nos connaissances et puis nos savoirs à des fins politiques radicales. Et maintenant, mon camarade, je vais te laisser parler un peu de ton livre, et puis après, je poserai une ou deux questions, et évidemment, ça sera à vous de poser toutes les questions que vous voulez. Merci. Eh ben, merci pour la présentation. Rebonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer par une petite histoire qui a commencé en 2006, parce qu'elle va illustrer, je pense, beaucoup des choses que je veux dire. C'est une histoire qui se passe dans la banlieue de Los Angeles. Autour de Los Angeles, autour de Long Beach, il y a le plus grand port d'Amérique du Nord, le plus grand port de porte-containers. C'est la principale porte d'entrée des marchandises, notamment asiatiques, en Amérique. Et le long des ports logistiques donc, de Los Angeles, il y a tout un ensemble de quartiers populaires, très populaires, où les populations sont majoritairement des populations racisées, hispaniques et africaines-américaines. À partir de 2006, il commence à politiser un mouvement de conscience qui est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malades, de plus en plus de gens qui sont affectés par les pollutions, des camions qui passent, de tous les camions qui passent pour aller dans les entrepôts logistiques du port. Et il commence à organiser un grand mouvement avec des organisations écologistes, des organisations politiques locales,
pour bloquer les camions, pour manifester contre le passage des camions et pour transformer ces camions pour qu'on abandonne les moteurs diesel qu'ils utilisent et qu'on change intégralement les moteurs de ces camions pour qu'ils soient moins polluants. Ils organisent une première réunion en juillet 2006 avec les syndicats de camionneurs. Et en fait, au bout de quelques minutes dans la réunion, ils se rendent compte qu'ils vont avoir un gros obstacle à gérer, c'est que les camionneurs, ils ne sont pas syndiqués des ports, ils ne sont pas salariés par les ports, ils ne sont pas salariés par les entreprises de la logistique pour lesquelles ils travaillent pourtant, ils sont les propriétaires de leurs propres camions. Propriétaires précaires, travailleurs précaires, assez pauvres, ils n'ont certainement pas les moyens de changer leurs camions et d'abandonner leur moteur diesel. Donc la revendication là pour une justice environnementale, pour faire que les populations pauvres soient moins affectées par les pollutions qu'elles le sont à ce moment-là, elle se heurte à une revendication classique de justice sociale, à savoir le fait qu'il y a des travailleurs qui sont exploités par le capital et en particulier par le capital logistique. Dans ce mouvement, il va se passer quelque chose d'assez formidable qui se passe assez peu en fait dans nos luttes telles qu'on les connaît, en tout cas en Europe. C'est une alliance entre écologistes et travailleurs. Très rapidement, le mouvement il va s'articuler autour de deux revendications. L'abandon des camions diesel, donc la transformation de ces techniques, et la revendication pour que tous les camionneurs deviennent salariés des ports. Que donc ils soient reconnus leur statut de salariés, ce qui aurait des implications d'une part en termes de précarité, donc limiter leur précarité, et d'autre part le fait que ce soit aux entreprises logistiques de payer la transition écologique et pas aux travailleurs pauvres de payer la transition écologique. Alors le mouvement il va se durcir, il va mener beaucoup d'actions, parfois des actions assez violentes du port et blocage du port de Los Angeles. Il va aboutir à une décision de justice de la Cour de Californie qui va décider deux choses, qui va décider premièrement qu'effectivement il faut abandonner l'usage des camions diesel, des moteurs diesel parce que ça pollue trop et que ça affecte les populations, mais qui va décider deuxièmement qu'il est hors de question qu'on reconnaisse le statut de travailleur salarié pour les camionneurs. Donc cette décision de justice, évidemment, elle aboutit à une chose qui est le renforcement de l'injustice sociale. C'est-à-dire que c'est aux camionneurs eux-mêmes de financer la transition écologique, alors qu'en plus ils sont dominés par les entreprises logistiques. Alors les camionneurs, ils se lancent dans un mouvement assez violent, très radical contre cette décision de justice. Ils bloquent le port pendant plusieurs semaines en fait ça ne change pas grand-chose. Ça aboutit à une réalité qui est en fait une aggravation de la situation des travailleurs, qui est que les entreprises logistiques et le port de Los Angeles acceptent de louer les camions, les nouveaux camions aux camionneurs, ce qui veut dire qu'en réalité ils prélèvent sur une partie de l'argent qu'ils leur donnent le financement des camions et donc de la transition écologique. On ne peut pas penser à ça évidemment en France sans penser au mouvement des Gilets jaunes, au fait que quand on essaye de faire financer la transition écologique sur les travailleurs précaires, les travailleurs les plus pauvres, ben en fait la transition elle conduit simplement à renforcer des injustices sociales. Et la situation dans laquelle on se trouve beaucoup, c'est que beaucoup de mesures de justice environnementale ou de transition écologique, elles se heurtent au fait qu'elles ne prennent pas en compte la position des travailleurs, notamment des travailleurs précaires. Et il me semble que là, il y a dans cet exemple américain, mais il y en a eu d'autres, j'y reviendrai, il y a un point de départ extrêmement important à avoir en tête, c'est qu'il n'y aura pas de justice environnementale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de révolution écologique sans prendre en compte non seulement les conditions de travail des travailleurs, mais sans aussi reconnaître la centralité des travailleurs comme force de transformation écologique et sociale. Et là j'insiste sur ce point parce que, disons on va dire dans les deux grands massifs d'organisations politiques qu'on connaît aujourd'hui, les organisations écologistes d'un côté et les organisations de travailleurs de l'autre, disons, pour le dire très schématiquement et avec des grandes figures comme ça, les soulèvements d'un côté et la CGT de l'autre, il y a un impensé dans les deux. Du côté de la CGT, évidemment, un impensé encore très largement partagé, qui est celui d'une révolution écologique de l'appareil productif,
Mais si vous pensez au mouvement des soulèvements de la Terre, auquel on peut évidemment auquel on peut que adhérer pour sa radicalité, pour ce qui permet d'imposer en termes de rapport de force, c'est l'impensé total sur les conditions de travail, sur les travailleurs comme force de proposition écologiste et sociale dans la transformation de l'appareil productif. Donc, à partir de ce constat, de cette impensée de la question du travail, je me suis dit qu'en fait on pouvait distinguer et reprendre une catégorie extrêmement bourrine de Marx. Parfois il avait des catégories fines, mais parfois il avait des catégories un peu bourrines. C'est la distinction qu'il faisait entre économie politique et économie vulgaire. Et alors cette distinction chez Marx, c'était l'idée de dire que l'économie vulgaire, c'est les gens qui parlent d'économie, qui parlent de la production, qui parlent de la manière dont on fait de l'argent, mais qui en parlent de manière simplement apologétique. C'est-à-dire pour que les choses continuent comme avant. Pour dire qu'en fait, tout est très bien dans la manière dont ça fonctionne. Qu'il y a quelques petits arrangements à faire, mais que dans l'ensemble, tout va très bien. Et Marx distinguait cette écologie vulgaire cette économie vulgaire d'une économie politique qui, elle, essaye de penser véritablement comment fonctionne l'économie. Et il me semble que pour l'écologie, il se passe exactement la même chose. On assiste massivement, dans la très grande partie des discours, à une écologie vulgaire. Écologie vulgaire, c'est-à-dire une écologie qui fait l'apologie du capital. Celle dont tu parlais, c'est celle du capitalisme vert. Et alors cette écologie, elle prend deux formes principales. La première, c'est de dire on va inventer des nouvelles techniques, et ces nouvelles techniques, elles vont résoudre le problème écologique. On va, vous voyez, changer les camions diesel et remplacer par des moteurs à essence, puis par des moteurs électriques, et puis on aura résolu le problème. Ça, c'est le premier aspect, c'est la dimension technique. Et ça, les capitalistes, évidemment, ils se frottent les mains de ça, puisque toute invention technique, pour eux, c'est l'espoir d'un profit encore en augmentation et de pouvoir vendre de nouvelles marchandises et de nouvelles techniques. Et puis, l'autre modalité extrêmement importante à laquelle on est soumis en permanence, c'est celle de la consommation. C'est-à-dire, ce qu'il faut changer, surtout, c'est vos manières de consommer. Ne consommez plus de la même manière. Achetez des produits bio. Ou qu'ils soient produits, quelles que soient les manières dont ils soient produits, mais achetez bio. Surtout, triez vos déchets. Ça, c'est vraiment important, il faut trier ses déchets et acheter bio, et là, peut-être que les choses vont s'améliorer. Et il me semble que, bon, évidemment, c'est pas totalement faux, je suis pas contre le fait de trier les déchets, ce serait absurde. Ni le fait de défendre une agriculture paysanne et biologique, évidemment. Mais en fait, ce discours-là, il a comme volonté, comme but, comme stratégie, deux choses. La première chose, c'est d'invisibiliser le travail. D'invisibiliser le fait que ce qui est responsable de la crise écologique, c'est des formes d'exploitation du travail et une certaine forme de production. Ce n'est pas des manières de consommer qui sont responsables de la crise écologique et des destructions de la nature, c'est des manières de produire. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, ça a un deuxième aspect extrêmement important, c'est que c'est un nouveau discours de gouvernement. C'est un nouveau discours idéologique, dans lequel il s'agit de culpabiliser les individus, de culpabiliser toutes les personnes et de les interpeller comme des citoyens consommateurs. Alors, ce que vous êtes certainement pas des travailleurs, vous n'êtes certainement pas des agents révolutionnaires, vous êtes des citoyens consommateurs qui, en modifiant les manières de consommer, c'est-à-dire d'acheter des marchandises à des capitalistes, vous allez pouvoir transformer et résoudre la crise écologique. Ce qu'il faut bien entendre comme l'inverse, si vous ne le faites pas, vous êtes responsable de la dégradation de l'environnement. Si vous ne modifiez pas vos comportements individuels, vous êtes responsable de la crise écologique. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour changer ces comportements individuels ? En fait, dans la manière dont, en l'état des choses actuelles, en fait, il faut du temps. Ça nécessite beaucoup de temps de changer ses comportements, de changer ce qu'on consomme. Ça nécessite beaucoup de temps et ça nécessite beaucoup d'argent aussi. Donc en fait, il n'y a que les riches qui peuvent se permettre de changer leur comportement individuel, qui en plus ne le font absolument pas et comptent absolument pas le faire. Mais il n'y a qu'eux qui ont ce pouvoir-là, cette capacité-là. Donc en fait, le discours écologique, on passe de devenir une nouvelle forme de gouvernement, une nouvelle manière de gouverner les individus, en responsabilisant et en culpabilisant les pauvres et
aussi des personnes racisées sur tout un ensemble de discours qui serait qu'il y a tout un ensemble de comportements, notamment de comportements alimentaires, qui ne sont pas conformes à une transition écologique. Donc en fait, quand vous entendez quelqu'un vous dire il faut changer ses comportements, ou vous devez changer vos comportements, il faut être très sceptique et très prudent, parce que en fait, c'est une voie très favorable aux capitalistes pour dire vous voyez, c'est vous qui êtes responsable. Certainement pas le mode de production, certainement pas la manière de produire. Alors je reviens peut-être là-dessus rapidement, j'ai déjà été très long dans cette introduction, mais pourquoi la production et pas la consommation? Ou pourquoi la production et pas que la consommation? Il faut avoir en tête ce que c'est que la circulation d'une marchandise dans le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système qui ne fonctionne que pour produire des marchandises, pour les vendre sur le marché, pour faire du profit. Tout le reste, il a plein d'autres modalités de domination, d'exploitation, etc. Mais c'est toujours le but ultime. Donc il faut produire toujours plus de marchandises pour augmenter toujours plus les profits. Comment on fait pour produire une marchandise? On extrait des ressources. Il n'y a pas de marchandise qui soit produite, aussi intellectuelle et immatérielle que soit la marchandise. Un logiciel, par exemple, il faut des ressources énergétiques pour le produire, il faut des ordinateurs, etc. Donc il y a toute une phase du capitalisme qui repose sur l'extraction des ressources. Et dans l'extraction des ressources, il y a des travailleurs qui sont exploités, toujours des travailleurs qui sont exploités, souvent dans les conditions les plus déplorables du capitalisme contemporain, et des environnements qui sont détruits, des forêts qui sont dévastées, des mines à ciel ouvert qui détruisent totalement les environnements, etc. Une fois que les ressources ont été extraites, elles circulent. Là, on émet énormément de CO2, de gaz à effet de serre, tout ce qui est responsable du changement climatique. Et là encore, il y a des travailleurs qui sont exploités. Il y a toujours des travailleurs qui font que les marchandises circulent. Les marchandises, elles ne circulent pas comme ça. Elles circulent parce qu'il y a des travailleurs qui les font circuler à l'échelle mondiale. Et puis après, ces ressources, elles sont transformées. Là encore, il y a des pollutions chimiques, industrielles, pollution des sols, pollution de l'atmosphère, et il y a des travailleurs qui sont exploités dans la production. Et puis, c'est simplement à la fin, à la toute fin, qu'il y a une consommation des marchandises. Et là encore, dans la consommation des marchandises, on a tendance à penser que c'est des comportements individuels. Vous allez consommer, et puis voilà, ça vous regarde, ça se passe chez vous, ça se passe dans des foyers. Or, dans les foyers, on sait, ça a été très bien montré par les sociologues, que le travail environnemental, le travail de tri des déchets, l'attention à ce qu'on va consommer pour faire une transition écologique, c'est le plus souvent les femmes qui s'en occupent. Donc là encore, un travail domestique effectué par des femmes, et il y a des inégalités de genre extrêmement profondes dans les manières dont on consomme, y compris des marchandises dites bio, agroécologiques, etc. Et puis surtout, la marchandise, elle ne s'arrête pas là. Le déchet, c'est pas la fin. La consommation, c'est pas la fin de la circulation de la marchandise. Il y a des déchets qui sont traités par des entreprises capitalistes, avec des travailleurs exploités qui sont envoyés à l'autre bout du monde dans des conditions déplorables. Par exemple, en Europe, on envoie 80% de nos déchets informatiques dans des réserves, dans des déchetteries à ciel ouvert en Afrique, et en particulier au Ghana, où il y a des enfants qui travaillent pour récupérer le cuivre dans ces déchetteries-là. Donc, ce que j'essaye de montrer de manière un peu dramatique, là, c'est qu'il n'y a pas de destruction de la nature, pas un seul moment où il y a des destructions de la nature qui ne soient pas liées à une manière de produire et, pour les capitalistes, d'exploiter des travailleurs. Ça n'existe pas. À chaque moment où il y a destruction de la nature, il y a des catastrophes naturelles. À chaque moment où il y a des catastrophes naturelles, il y a des travailleurs qui ont été impliqués à un moment donné par leur exploitation dans ces destructions. Et donc, évidemment, quand on n'en parle pas de la production, de l'organisation de l'appareil productif, évidemment, on ne parle pas des travailleurs. Travailleurs qui ont une position, travailleuses et travailleurs qui ont une position centrale, à la fois parce qu'ils sont au cœur de la machine qui détruit la nature, qui détruit l'environnement, et ce qui signifie aussi qu'ils sont au cœur de la machine, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, en tant que travailleurs, d'arrêter cette machine. Ils ont le pouvoir de bloquer cette machine et de l'interrompre.
arme essentielle de l'histoire du mouvement ouvrier, la grève, c'est une formidable machine écologiste, la grève. Une formidable machine à bloquer la production et la destruction des environnements, donc à bloquer l'écocide. Alors, tout ça pour dire que, en fait, on ne peut pas penser ni la crise écologique sans penser les formes d'exploitation du travail, ni penser une révolution écologiste, une transition écologique, sans penser la centralité des travailleurs. Le fait donc que, si vous voulez, la lutte des classes, elle est centrale dans l'histoire de l'écocide et de la destruction de la nature et de l'environnement. Ça implique qu'il y a un pouvoir des travailleurs qui est absolument essentiel dans nos manières d'envisager la transition, la révolution écologiste. Alors après, la question, c'est de savoir qui sont ces travailleurs. Et alors là, bon, je m'engage dans des voies, sur une voie un peu différente de celle de l'histoire du mouvement ouvrier classique. C'est l'idée de dire que parmi ces travailleurs, cette manière qu'a le capitalisme de mettre toute la nature au travail pour la détruire, il n'y a peut-être pas que des travailleurs humains. Il y a tout un ensemble d'animaux, de relations écologiques, de relations écosystémiques qui sont mises au travail par le capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne faut pas simplement, comme l'ont fait les écosocialistes, et là, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je dirais que je m'inscris évidemment dans la tradition écosocialiste, je suis très, très sensible à ce qui a toujours été fait, mais l'écosocialisme en général, il a consisté à dire le capitalisme, on savait que c'était pas bien parce que ça exploitait les travailleurs, et maintenant, en plus, on peut se dire que c'est pire, parce que en plus d'exploiter les travailleurs, ça détruit la nature. Donc en fait, pour beaucoup de penseurs écosocialistes, il n'y a pas grand-chose à changer à notre manière de concevoir le capitalisme. Or, en fait, je pense que la crise écologique, elle change totalement notre manière de penser le capitalisme. Elle doit en tout cas changer totalement notre manière de penser le capitalisme. Pourquoi? Parce que le capitalisme, c'est pas qu'un système de destruction et d'appropriation brutale de la nature. C'est pas qu'un système qui détruit en construisant des choses, en arrachant des choses, par la déforestation, par des mines, etc., qui sont les grandes figures qu'on a du rapport capitaliste à la nature. En fait, le capitalisme, il cherche en permanence à mettre la nature au travail, à la rendre plus productive, à stimuler la nature dans sa capacité à produire toujours plus de richesses. Donc en fait, il faut voir que le capitalisme, c'est pas qu'un système de destruction, c'est un système d'augmentation de la productivité de la nature jusqu'à son épuisement. Et si on n'a pas ça en tête, en fait, on ne peut pas comprendre comment le capitalisme il se rapporte à la nature et comment on va pouvoir le contrer, comment on va pouvoir repenser le capitalisme et comment aussi on va pouvoir s'y opposer. J'essaie de vous donner quelques exemples. Un des berceaux originaires du capitalisme, c'est les plantations coloniales. Les plantations coloniales, on peut considérer que l'une des premières grandes plantations coloniales, c'est les îles de Madère, au XVe siècle, dans lesquelles les colons espagnols et portugais implantent la canne à sucre et la monoculture de canne à sucre. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait de la monoculture agricole à cette échelle-là. Et c'est, si vous voulez, le berceau de l'agriculture moderne. La monoculture entièrement tournée vers l'exportation et vers le profit. Ces plantations de canne à sucre, c'est aussi le berceau de l'esclavagisme, du colonialisme et du racisme moderne. C'est à ce moment-là, dans ces premières colonies-là, qu'on fait venir des esclaves noirs pour les faire travailler dans ces écosystèmes. Et ce qui se passe dans ces écosystèmes, c'est pas simplement qu'on les détruit, c'est qu'on essaye de stimuler au maximum les natures humaines et non humaines pour les faire produire toujours plus de canne à sucre. Toujours plus de canne à sucre parce que c'est orienté vers le profit et que ça rapporte énormément de profit. Donc le capitalisme, il se met, à partir de ce moment-là, dans sa naissance coloniale, à réorienter tous les écosystèmes pour leur faire produire du profit. Il a cette capacité à transformer la nature pour la rendre plus productive.
Très rapidement, les îles de Madère, elles sont complètement ruinées, il n'y a plus de forêt, elles n'ont plus aucune capacité productive, alors le capitalisme va déplacer les frontières, c'est des exemples de Jason Moore dont tu parlais tout à l'heure, il va déplacer les frontières marchandes, il va aller dans les Caraïbes, puis en Amérique latine, puis jusqu'aux Philippines, pour toujours trouver de nouvelles frontières écologiques dans lesquelles il va pouvoir épuiser les travailleurs humains et les écosystèmes. Donc ce qui est important et intéressant là-dedans, c'est que le capitalisme, il met des relations naturelles et des entités naturelles au travail. Et il met énormément d'animaux au travail, par exemple. On considère qu'il y a 50 milliards d'animaux d'élevage dans l'élevage industriel dans le monde. Que 70% des terres agricoles, entièrement tournées sur la monoculture d'exportation, 70% des terres agricoles dans le monde, elles servent à nourrir les animaux d'élevage, ces 50 milliards d'animaux d'élevage. Donc un système qui cherche en permanence à stimuler la productivité de la nature pour le profit jusqu'à son épuisement, et qui laisse ensuite des natures complètement détruites. Ça veut dire aussi qu'on peut sans doute, il faut sans doute quand on essaie de repenser le communisme, repenser les forces qui sont impliquées dans l'exploitation, et qu'il n'y a pas que des êtres humains qui sont exploités et qui sont dominés. Il y a toutes ces entités naturelles que le capitalisme essaye de s'approprier et d'aliéner. C'est un exemple important, je crois, mais que j'ai essayé de développer, qui est celui de l'aliénation. Alors l'aliénation, vous savez, ça a été un concept hyper central chez Marx. C'est l'idée que les travailleurs humains, étant dépossédés de leur outil de production, de la propriété de leur outil de production, sont aussi dépossédés des produits de leur travail. Ce qu'ils ont produit ne leur appartient pas, et donc en fait, ils sont séparés, y compris les uns des autres, parce que toutes leurs tâches, toutes les tâches qu'ils effectuent, elles sont entièrement guidées, orientées, décidées par le capitalisme. Et que donc, c'est la dernière conclusion de l'aliénation chez Marx, les êtres humains sont, y compris, privés du rapport à leur propre humanité. Ils sont privés du rapport à leur propre humanité, simplement dans le rapport qu'ils ont avec les autres individus de leur espèce, puisqu'on ne se rapporte aux autres que comme à des concurrents sur le marché du travail, qu'à des concurrents à l'usine, que comme des gens avec lesquels on est en concurrence pour avoir d'autres choses. Et il me semble que dans le capitalisme agro-industriel, les animaux eux-mêmes, ils sont aliénés. Les animaux eux-mêmes, ils sont privés de leur propre rapport à leur propre espèce. Si vous prenez une vache, par exemple, elle n'a plus aucun rapport dans l'élevage intensif industriel, elle n'a plus aucun rapport avec ses congénères. Elle est enfermée dans des box, branchée à une machine en permanence, elle est inséminée artificiellement, elle est alimentée avec des hormones de croissance, comme en général il y a des infections liées aux injections d'hormones de croissance, elle est bourrée d'antibiotiques et elle est en permanence comme ça, séparée de tous les autres individus de son espèce, et elle est simplement branchée à des machines pour être plus productive, pour produire toujours plus de lait. La vache, elle est là complètement séparée de ce qui fait sa nature d'être vivant en relation avec plein d'autres êtres naturels. Donc le capitalisme, il fonctionne comme ça, pas simplement par destruction, par appropriation de la nature, mais aussi par exploitation, par mise au travail de la nature et par intensification des dynamiques naturelles. Ça veut dire que si on veut lutter contre le capitalisme, il faut être conscient du fait qu'il a plein de manières différentes d'être en relation avec la nature. De temps en temps, il la détruit, de temps en temps, il la stimule, de temps en temps, il la met au travail, mais il y a plein de rapports différents du capitalisme à la nature. Et pour s'attaquer au capitalisme, il ne faut pas le voir comme un bloc monolithique, comme un système qui fonctionnerait tout seul, mais comme tout un ensemble de pratiques extrêmement variées d'appropriation et de destruction de la nature. Et du coup, ça, je pense que ça implique un certain nombre de conséquences pour redéfinir ce que c'est que, à la fois le communisme et une stratégie écologiste. La première chose, c'est que je pense que ça implique qu'il n'y aura pas de stratégie écologiste révolutionnaire sans une stratégie écologiste qui soit communiste, c'est-à-dire qui, à la fois, prône la socialisation des moyens de production, la transformation, mais la réappropriation de l'appareil productif, et qui, en même temps, lutte contre l'exploitation du travail.
Ce qui implique qu'il n'y aura pas d'alliance possible entre travailleurs et écologistes s'il n'y a pas, de la part des écologistes, un effort conséquent pour aller dans la direction des travailleurs et des travailleuses sur leurs propres conditions de travail. Je vous donne un exemple très simple. Si on considère qu'il faut démanteler tout un ensemble de secteurs de l'appareil productif de l'économie, il faut, je ne sais pas, démanteler des raffineries parce qu'il faut qu'on arrête de produire du pétrole et d'utiliser du pétrole. Vous ne pouvez pas avoir le soutien de travailleuses et de travailleurs en disant on va fermer votre outil de production, qui est non seulement le lieu qui vous permet de subvenir à vos besoins par le salaire, mais qui est en plus souvent un lieu dans lequel vous pouvez vous reconnaître. C'est votre travail, ça fait partie de votre identité, le travail que vous effectuez. Donc s'il n'y a pas une volonté extrêmement radicale de la part des écologistes de politiser la question du travail et des conditions de travail, il n'y aura absolument aucune alliance possible. Un syndicaliste américain des années 70 qui travaillait dans une raffinerie Shell qui s'appelait Tony Mazzocchi, il a lancé dans les années 70, en 1973, une des plus grandes grèves qu'ont connues les raffineries aux États-Unis, qui a touché toutes les raffineries Shell des États-Unis et qui avait 3 mots d'ordre. Le premier mot d'ordre, c'était l'amélioration des salaires et des conditions de travail. Le deuxième mot d'ordre, c'était sur la santé et la sécurité au travail. Et le troisième mot d'ordre, on était en 1973, c'était porté par des syndicalistes américains, la sortie du fossile et la fermeture des raffineries. Avec cette idée, néanmoins, qu'il n'y aurait absolument aucune sortie des raffineries s'il n'y avait pas le financement pour les travailleurs de leur salaire jusqu'à ce qu'ils retrouvent un travail, jusqu'à ce qu'ils aient pu être formés et acquérir de nouvelles compétences, par exemple, pour travailler ailleurs. Donc ça veut dire que, du point de vue des écologistes, il n'y aura pas de réappropriation ou de transformation de l'appareil productif s'il n'y a pas des mots d'ordre qui sont ceux de la défense des conditions de travail. Avec ce premier mot d'ordre qui est on ne peut pas attendre des travailleurs que leur outil de production soit arrêté ou fermé, y compris lors d'actions ponctuelles, si en même temps ça ne s'accompagne pas de revendications sur les salaires, sur des fonds d'investissement, des fonds d'assurance chômage s'ils perdent leur emploi, etc. Et je dis y compris sur des actions provisoires, parce que là encore, c'est pas du tout pour bâcher les soulèvements, parce que j'en suis, parce que j'adore cette dynamique, etc. Mais en fait, quand même, dans le blocage de tout un ensemble d'infrastructures, y compris des infrastructures dans lesquelles on construit des trains, par rapport auxquelles on peut totalement s'opposer à ces constructions-là, il y a des gens qui travaillent. Et aller sur les lieux de travail en disant depuis l'extérieur que leur organisation, leur forme de travail est problématique, sans avoir construit les alliances qui permettent de construire sur le temps long une transition véritable de l'appareil productif, c'est sans doute penser à moyen terme de manière efficace, mais à long terme de manière assez peu efficace. Et c'est pas simplement pour charger les écologistes et nos camarades des soulèvements. À l'inverse, dans les organisations syndicales, la question de la bifurcation écologiste ou d'une révolution écologiste, elle est absolument pas posée, ou en tout cas pas du tout suffisamment posée, parce que ça touche des questions d'emploi, de salaire, de subsistance, et que ça touche un chantage à l'emploi, un attachement à l'appareil productif et au productivisme qui s'inscrit dans une très longue histoire du mouvement ouvrier. Donc voilà, en fait, je pense qu'on est à un moment de transition. On est à un moment à la croisée des chemins, comme disait Karine dans les années 30. On est à la croisée des chemins, ou bien on arrive à constituer des alliances entre militants radicaux et écologistes et monde du travail, organisation de travailleurs, pour se réapproprier l'appareil productif, ou bien les mouvements risquent pour l'un
de s'éteindre dans un activisme certes radical et important, mais qui ne permet pas la réappropriation de l'appareil productif à long terme, et pour l'autre, pour le mouvement ouvrier, de s'éteindre dans l'incapacité à penser la situation actuelle qui est celle de la crise écologique. Alors juste pour terminer sur une touche positive et peut-être un exemple, il y a des alliances en train de se constituer. Pour l'instant des alliances locales, mais il y a des alliances en train de se constituer, et je vais prendre un autre exemple étranger, mais cette fois-ci en Italie, à côté de Florence, une usine dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une usine qui s'appelait GKN, qui est une usine de composants automobiles. En 2020, elle a été rachetée par un fonds d'investissement américain, et juste immédiatement après, 6 mois après, tous les ouvriers apprennent qu'ils vont être licenciés par mail, ils apprennent que le lendemain, ils ne peuvent plus retourner sur leur lieu de travail, qu'ils sont licenciés et que dans un mois, l'usine ferme. Comme dans cette usine GKN de Florence, ils ont une très longue tradition d'auto-organisation ouvrière, ils décident immédiatement l'occupation de l'usine. On est en juillet 2021, et depuis juillet 2021, l'usine elle est occupée en permanence, donc depuis plus de 2 ans et demi, par les ouvriers. Au cours de cette période, ils ont tissé tout un ensemble d'alliances avec des mouvements écologistes locaux, mais aussi avec des communautés habitantes de Florence, avec les centres sociaux de Florence, avec même l'église catholique de Florence, c'est l'Italie quand même, et avec des groupes antifascistes. Et ils ont forgé avec des chercheurs et des universitaires un plan de transition écologique pour leur usine. Plan de transition écologique qui repose sur 2 piliers, la réappropriation autogestionnaire avec gouvernance ouvrière de l'usine, et la transformation de l'appareil productif pour arrêter de produire des composants automobiles, mais pour produire des vélos cargo et des panneaux solaires. La troisième dimension, c'est que évidemment le gouvernement italien n'est pas favorable à une étatisation ou à une nationalisation autogestionnaire de son usine. C'est pas tout à fait la tendance en ce moment en Italie, et que donc du coup, face à la difficulté de se réapproprier cette usine, ils viennent de lancer un plan d'actionnariat populaire auquel je vous appelle à souscrire, un plan d'actionnariat populaire qui consiste à faire que toutes les personnes qui veulent peuvent acheter des actions, et en achetant 5 actions peuvent avoir une voix à l'Assemblée Générale de l'usine GKN. Ils visent d'obtenir 1 million d'euros, ce qui peut paraître beaucoup, mais en quelques mois ils ont déjà obtenu plus de 500 000 euros par l'actionnariat populaire. Et donc voilà, ils indiquent une voie dans laquelle les travailleurs peuvent à la fois se réapproprier les outils de production, leur appareil de production, pour engager une bifurcation écologiste, et le faire avec le soutien des organisations écologistes radicales locales italiennes. Voilà, donc c'est des pistes d'avenir qui pour l'instant sont encore très minoritaires, mais voilà, je voulais juste insister sur ce point-là, qui est que je pense qu'on est à une croisée des chemins dans lequel le mouvement écologiste, ça va te plaire, le mouvement écologiste d'inspiration anarchiste en grande partie, et le mouvement ouvrier qui a été très largement communiste et marxiste, ont la possibilité de se retrouver sur des alliances entre écologistes et travailleurs, et que c'est le genre d'opportunités, je crois, d'opportunités historiques qui sont à construire et surtout à ne pas manquer. Je te remercie parce que c'est vraiment ce qu'on ressent quand on lit ton livre, c'est-à-dire que on ressent des perspectives historiques. J'ai pas pu m'empêcher de penser une association d'ailleurs historiquement qui est un peu branle-ballante, mais j'ai pensé à 1848. Et je me suis dit que les luttes à l'époque étaient un moment de relancement. Et il y avait une nécessité d'inventer des stratégies. Il y avait eu les violentes répressions contre le monde ouvrier, des montées du nationalisme, etc. Et que ce qui, moi, m'émeut, oui, le terme n'est pas
inappropriée, c'est que tu fais partie des penseurs, je reste dans le champ intellectuel, hein. Je sais que dans le champ militant c'est un autre registre et il y a un militantisme quasi exceptionnel, des militants qui payent gravement et cher de leur vie parfois, et qui payent cher au sens propre, puisque de se coltiner un flic, c'est en général on perd systématiquement et ça coûte cher au portefeuille. Et qu'intellectuellement il y a des mélanges possibles sur le plan philosophique qui n'étaient pas encore il y a 15 ans. Et ton livre montre des exemples concrets. Tu en as donné un ou deux, ça, pour ceux qui vont le lire, j'espère. Vous verrez qu'il y a des exemples concrets, c'est-à-dire que ces exemples concrets, on peut les prendre comme des figures ou des paradigmes d'avant-garde, pour reprendre un terme peut-être encore hier plus visité. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire figure de paradigme à inventer. On sent aussi qu'il y a des points de jonction entre ce que j'appellerais le rouge-vert ou le vert-rouge. Donc on comprend bien que derrière tout ça, il y a quand même une volonté de rougir le vert et de verdir le rouge. Et c'est pas sans déplaire, parce que c'est plus que vital, hein, puisque là on parle de quelque chose qui est de l'ordre de la vitalité. Une chose aussi qu'on comprend très bien, et c'est pas si évident que ça, c'est que le travailleur, qui a été méprisé par une social-démocratie, qui s'est droitisée dès 84, qui est devenu libéral, c'est le travailleur qui était souvent associé à, parfois même à certains gauchismes, débilisé, l'associé au beauf, à celui qui était juste bon à consommer. Il n'était pas dupe du fait qu'il ne pouvait pas lutter contre la destruction de la nature, parce qu'il s'accrochait tant bien que mal à son outil de travail. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, en tout cas ton livre nous laisse espérer, c'est que les travailleurs sont au cœur de la machine qui les exploite et qui détruit la nature. Et tout d'un coup, on ne se met pas effectivement à penser au communisme. On se met à penser au sabotage. On se met à penser à des grèves qui arrêtent des processus de consommation. Il suffit évidemment que là, tout d'un coup, quelque chose de la lutte se pense avec l'extérieur. Que le monde ouvrier soit relayé avec le monde extérieur. On n'achète plus ça. J'ai quand même à vous dire, par exemple, que l'ordre du riz d'Amazon peut très bien, sociétalement, faire une publicité avec un noir racisé, évidemment une personne racisée ou un homosexuel, mais qu'elle n'accepte pas un syndicaliste dans son lieu de travail. Donc, il y a dans le capitalisme montre des points de faiblesse. Il en a. Mais autre chose, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, je pense qu'il y a toute une pédagogie militante à réapprendre qui est assez différente de celle que nos pères ou nos mères, ou nos grands-pères et nos grands-mères nous ont appris il y a une trentaine d'années. Et ton livre y participe. Et j'aimerais bien aussi, peut-être qu'avant qu'on puisse laisser la parole au public, mais c'est cette notion de communisme du vivant. Tu cites plusieurs fois des amis à nous, hein, qui sont venus aussi, qui avaient été invités par les amis de l'une et l'autre, et qui ont écrit dans la revue des Générations, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls ». C'est Léna Ballot et Antoine Chaupeau. Et effectivement, nous ne sommes pas seuls aussi dans les combats que nous pouvons mener, puisqu'il y a des animaux aussi qui peuvent potentiellement s'associer dans la lutte contre le capitalisme. Toutes ces petites choses font que ça crée quand même une forme, et on en revient à cette question de l'organisation politique, hein, qui est celle du manifeste, etc., etc. Donc si tu peux peut-être reprendre certaines choses que j'ai dit et préciser, et après évidemment la parole est à vous. Ouais, alors communisme du vivant, effectivement c'est des idées hyper proches de celles de Ballot et Chaupeau dans Nous ne sommes pas seuls. Et je pense qu'il y a un truc à dire, c'est le côté dans le titre de leur bouquin, qui est un bouquin absolument génial, que je vous invite toutes et tous à lire, c'est le côté science-fiction et extraterrestre.
Nous ne sommes pas seuls, c'est un des grands mots d'ordre des discours sur les extraterrestres, sur le fait qu'il y en a d'autres ailleurs, peut-être, des intelligences, des peuples, des êtres vivants ailleurs, et dire que ça se passe sur Terre, que nous ne sommes pas seuls sur Terre, c'est dire que, en fait, oui, il y a d'autres entités agissantes et intelligentes qui ont une agentivité et elles ne sont pas à rechercher sur d'autres planètes dans le lointain univers, elles sont à rechercher tout autour de nous. La manière dont je pense du coup cette question du communisme du vivant, on pourrait dire c'est deux choses. C'est d'une part un communisme qui prend en compte l'ensemble des vivants, qui du coup se décentre. Un communisme qui est un peu moins anthropocentré. Je ne sais pas si on arrive à être complètement écocentré, mais en tout cas qui est moins anthropocentré. Un communisme qui prend en compte l'intérêt pour tous les vivants à lutter contre le capitalisme et à ne pas subir les effets du capitalisme. Le fait qu'en réalité, il n'y a pas que nous qui en subissons les effets. Et que d'abord, la 6e extinction, c'est une extinction de masse des vivants non humains. Et que donc du coup, le communisme, il doit prendre en compte tous ces vivants. Et puis effectivement, c'est une idée très importante chez Ballot et Chopeau, et ce que j'essaie de développer aussi, c'est de dire que dans les formes d'organisation politique, il faut, quand c'est possible, prendre en compte les vivants qui sont là. Prendre en compte les animaux, les espèces, les entités, les relations écologiques qui sont présentes et les intégrer à nos manières de penser et à nos formes d'organisation. Alors évidemment, celles et ceux qui ont le mieux réussi ça et qui en ont fait voilà, une forme réussie, même s'il y a des gens avec qui ici on pourrait en discuter, c'est par exemple à Notre-Dame-des-Landes où la question de la préservation de certaines espèces, par exemple des tritons, est devenue à la fois un outil de la lutte en tant que la préservation d'une espèce protégée était un argument juridique de plus contre le développement de l'aéroport, mais qui était aussi une manière symbolique d'engager d'autres relations avec les espèces vivantes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et donc ce qui me semble important dans cette idée des alliances, c'est moins peut-être à la manière de Léna et Antoine, l'idée que ces alliances, elles vont tactiquement permettre de renverser le capitalisme, même si je vais nuancer ça dans un instant, mais c'est moins le fait qu'elles vont renverser le capitalisme que le fait que dans le fait de prendre en compte dans nos manières d'organiser et de lutter les autres vivants qui sont impliqués et qui sont engagés, en fait on annonce déjà un monde différent, un monde d'avenir, un monde dans lequel on n'a pas les mêmes rapports à la nature et à l'environnement. Un monde dans lequel, en fait, on ne se bat pas simplement et on n'agit pas simplement en fonction d'intérêts strictement humains, mais où on prend aussi en compte l'intérêt de tous les vivants et de tous les écosystèmes qui sont les conditions, qui font les conditions d'habitabilité de la planète. Avec cette idée hyper simple que parmi les producteurs de monde, les faiseurs de monde, il n'y a certainement pas que des humains, que notre monde il est produit et reproduit en permanence par l'activité symbiotique de toutes les espèces qui l'habitent. L'air qu'on respire, il a commencé à être produit par des bactéries il y a 3,5 milliards d'années, et sans quoi, sans l'activité de toutes ces bactéries, on ne serait pas en train de respirer, il n'y aurait pas de vie sur Terre, etc. Donc en fait, l'idée que c'est impossible de penser l'émancipation des êtres humains sans penser aussi l'émancipation de tous les vivants qui participent et de tous les êtres naturels qui participent à la reproduction des conditions d'habitabilité de la Terre. Et si, dans une lutte écologiste, c'est pour ça qu'on se bat, il faut prendre en compte, évidemment, ces intérêts-là. Et quand je disais, c'est des alliances qui ne vont pas renverser le capitalisme, je nuance immédiatement parce qu'en fait, la destruction capitaliste de la nature, elle produit un certain nombre de proliférations incroyables. Prolifération de virus, prolifération d'algues vertes, prolifération de fourmis rouges. Et alors ça, c'est une figure de la révolte de la nature qui est peut-être un peu moins romantique que les orques qui attaquent les bateaux au large de l'Espagne. Je ne sais pas si vous avez vu ces bandes d'orques qui attaquaient des bateaux. On ne sait pas très bien pourquoi, mais sans doute parce qu'une orque avait été blessée par un bateau. Mais toutes ces proliférations,
elles sont liées au fait que le capitalisme a totalement appauvri les écosystèmes, et que plus les écosystèmes sont appauvris, plus la biodiversité est faible, plus il y a des proliférations de certaines espèces. Et qu'un enrichissement de la biodiversité, à l'inverse, ça réduit les possibilités de prolifération de certaines espèces qu'on a tendance aujourd'hui, de manière, à mon avis, assez problématique, à caractériser d'invasives. Or, ces proliférations, elles vont poser problème. Elles vont poser massivement problème aux capitalistes, mais simplement à la reproduction des conditions de vie d'énormément de gens sur la Terre. Ça a été le cas, par exemple, avec les invasions de criquets en Afrique de l'Est, et ce qui va sans doute revenir de plus en plus régulièrement. Et ces proliférations-là, c'est aussi des proliférations avec lesquelles il va falloir cohabiter, faire des formes d'alliances qui ne sont pas des alliances positives, mais savoir comment on gère avec ces proliférations, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ces proliférations qui ont été produites par le capitalisme. Donc le communisme du vivant, c'est l'idée de dire que voilà, c'est un communisme qui prend en compte tous les êtres qui participent à la reproduction des conditions d'habitabilité. Peut-être, si une question, je pensais quelque chose, tu pensais à l'abondance des ressources, c'est un imaginaire pur. Le capitalisme nous fait croire que l'abondance des ressources est exponentielle, c'est faux. Il y a toute une partie de la population qui le sait bien. Et on n'a pas besoin d'aller au Ghana, ou en Ouganda, à Saint-Étienne. On le voit. Et il y a, par exemple, tu parles, toi, et vous êtes nombreux, nous sommes nombreux, je m'inclus dedans, à réfléchir sur la notion des communs. Pour beaucoup, les communs, c'est peut-être aussi originellement une origine sémantique du communisme. Ça pourrait aussi nous amener à réfléchir sur des formes d'économie différentes. Est-ce que tu pourrais dire, parce que tu en parles dans ton livre, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que pourrait créer les communs? Est-ce que ça peut créer une abondance de satisfaction? Est-ce que ça peut créer, en tout cas, une nécessité de repenser aussi le collectif? Il y a comment nous, en commun, nous partageons, ce qui est le contraire de la société libérale, qui fait que nous sommes des individus qui recevons, qui allons chercher. Alors, en fait, je crois que ce qu'il y a de fort dans l'institution des communs, dans l'institutionnalisation des communs, dans le fait de produire soit des ressources, soit des institutions, soit des appareils productifs en commun, c'est que ça impose une redéfinition des besoins. Quand on s'organise en commun, on doit définir ce qu'on doit produire, comment on doit le produire, pourquoi on doit le produire, et que ça implique nécessairement une redéfinition des besoins. Alors parfois c'est des redéfinitions des besoins qui ratent, qui échouent un peu. Il rien n'est jamais assuré dans l'institutionnalisation des communs, mais que néanmoins ça part de l'idée qu'il va falloir, en luttant contre la propriété privée des ressources ou des moyens de production ou des institutions, redéfinir collectivement ce dont on a besoin et ce qui est nécessaire. Et je pense que ça, c'est l'horizon obligatoire d'une révolution écologiste. C'est de repartir d'une définition collective des besoins. Après, ce que j'ai, mais c'est plus avec la littérature des communs qu'avec ce que j'ai, un point critique avec la littérature sur les communs, mais plus sur un point critique sur la littérature que sur les formes d'organisation politique qui les ont mises en œuvre, que sur les expériences de communs. C'est de souvent pas identifier les forces sociales qui vont être capables de défendre les communs. Et de savoir, en fait, moi je suis d'accord à fond pour les communs, élargissons les communs, faisons tout en commun, que tout soit commun, c'est très bien. Mais bon, quelles forces sociales sont capables de porter ça? Et l'identification, non seulement l'identification, mais aussi la construction de ces forces sociales, capables de porter les communs. Je pense que c'est ça le... C'est aussi la question de la prise du pouvoir. Les seuls qui peuvent peut-être prendre le pouvoir, ça reste encore, jusqu'à présent, les ouvriers. Il me semble que dans le paradigme inventé, qui est celui auquel tu contribues, qui est un paradigme politique nouveau, qui se source dans les combats d'hier, on sent que le travailleur a une part essentielle, puisque c'est lui qui produit.
C'est lui qui peut aussi arrêter la machine. Mais dans des associations nouvelles, c'est-à-dire des formes de lutte qui font que des collectifs qui n'ont pas l'habitude de lutter ensemble, qui historiquement n'ont pas lutté ensemble, doivent apprendre paradigmatiquement à combattre ensemble. C'est ça le plus difficile. Là, il suffit de le voir entre, effectivement, si on caricature, hein, j'insiste et je m'en excuse, mais oui, le militant radical de la CGT et le militant radical écologiste. En même temps, on voit de plus en plus des rapprochements. Et pour être sensible et pour être à la CGT, je vois bien qu'en l'espace de 10 ans, ils ont inclus des réflexions en interne sur cette notion. C'est insuffisant, hein, mais ça paraissait absolument impensable il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? J'imagine que oui. On peut continuer, nous, mais bon... Ouais, non, on peut continuer longtemps, mais... Vous voyez, vous arrêtez, justement. Moi, je vais laisser venir les associations qui sont venues comme ça en vous écoutant. Déjà, je pensais quand même à quelque chose qui est politiquement déclaré dans le cadre du programme d'Avenir en commun, c'est la règle verte. Il me semble que déjà, il y a quelque chose qui fait un joint entre tout ce que vous avez dit, du communisme du vivant. Alors, à propos de cette règle verte, on entend comme ceci, hein, on n'emprunte pas la nature plus qu'elle ne peut renouveler sur une période de temps donné. Il y a quelque chose aussi à compléter par rapport à ça, et je pense que c'est pour ça que j'ai associé là-dessus, c'est le fait de ramener la question du rapport que nous avons à la nature. Et c'est vrai, il me semble d'ailleurs, c'est dans un article que vous avez écrit, je crois dans un périodique, Période, je crois que ça s'appelle, vous aviez écrit un article d'économiser la nature, et qui finissait d'ailleurs par un paradoxe, moi, qui m'a laissé un petit peu quelques étoiles dans la tête, un peu assommé quand même, mais c'est un paradoxe, après on comprend comment on l'avait déplié, hein, qui consistait à dire ne cherchez pas à préserver la nature, parce que préserver la nature, c'est la détruire. J'ai écrit ça, ouais. Oui. On va ressortir les textes, disons, comme ça, c'est pas honnête. C'est que effectivement, la question du temps est extrêmement importante, et ça nous permet de rejoindre cette question de la règle verte appliquée à la nature physique, la nature inerte, et la nature du vivant. C'est le fait que, effectivement, cette écoute nature-culture, nature-société, finalement, c'est une écoute qui nous renvoie, comment dire, peut-être à l'essence du capitalisme. Alors même que nos sciences, les technosciences ont largement dépassé ça. On n'en est plus du tout à ça. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on appelle l'épigénèse nous met tout de suite, d'emblée, dans une structure de pensée où, effectivement, notre relation à la nature, mais au sens quasiment génétique, et l'environnement, c'est quand même quelque chose qui est maintenant démontré. Et que donc, du coup, par rapport à la question politique, ce sont des idées qui sont extrêmement importantes. Comprendre la profondeur de cette notion de règle verte. C'est-à-dire qu'elle s'applique aussi, comment dire, dans nos conséquences sur la question de notre propre santé, de notre propre nature. Et qu'en fait, cette histoire de division nature-société, nature-culture, c'est plus pertinent. C'est pertinent, par contre, effectivement, me semble-t-il, dans ce que vous développez, du point de vue du capitalisme. Voilà, c'est la réflexion que je vais bien faire. Moi, je peux pas après, on comprend parce qu'il y a quand même, j'utilise le mot avec beaucoup de discernement, hein, je m'en excuse presque à tel point il est utilisé de toutes les manières, mais je pense que cette notion de nature-culture, on a quand même énormément les moyens de la déconstruire aujourd'hui. Et le travail de Descola a été merveilleux pour ça. Je vois mes élèves qui ont 20 ans, 22 ans, ils comprennent assez que
les préceptes descartiens, qui en soi sont des préceptes fondamentaux quand on les recontextualise et qui peuvent nourrir aussi encore la pensée philosophique, mais que l'homme au centre et que l'homme central qui fait en sorte que tout s'articule autour de lui, c'est plus possible. Donc que l'homme fasse partie d'un tout, et tout ça malgré les religions, et tout ça malgré des phénomènes culturels qui ne cessent de retarder en quelque sorte une prise de conscience où nous ferions partie d'un tout et nous ne serions pas le centre de ce tout. C'est ça aussi le communisme du vivant, c'est que nous sommes traversés. Si les petits planctons qu'on voit à peine quand on fait de la plongée disparaissent, nous mourrons parce que nous ne pouvons plus respirer. Donc il y a de plus en plus une conscientialisation du lien qui nous lie à la nature. En même temps, au point même que le terme de nature en Occident est de plus en plus démonté philosophiquement. On dit que c'est une invention philosophique. C'était des choses en philosophie où, quand on était plus jeune, qu'on n'entendait pas. Aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui arrivent progressivement, même dans la philosophie de vulgarisation. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais comme le dit Paul, ça ne suffit pas. La pensée de Descola, je pense, c'est une pensée qui a peur, peut-être ça vient peut-être de sa génération aussi, a peur de la frontalité. Peut-être parce que c'est un marxiste, c'est un ancien marxiste, un ancien révolutionnaire qui a peur que la révolution soit la solution. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile d'admettre que c'est quand même plus simple de ranger nos produits, de faire attention à ce qu'on va prendre, à la voiture qu'on va acheter, si on va voyager en avion ou pas, que de faire ce qu'était le mot d'ordre des communistes ou des anarchistes dans les années 30, c'est-à-dire de faire la guerre au capitalisme. C'est sûr que... Bon, il y a eu le fameux épisode là, que Darmanin a relevé suite au livre de Andreas Malm qui s'appelle Saboter un pipeline. En tout cas, il s'y prépare. Je pense que les systèmes politiques aujourd'hui se préparent à des actions violentes contre le capital. Il me semble, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Mais j'aime beaucoup ta manière de laisser la parole à la salle. Non, il y a une question. Alors, tout ça c'est intéressant, hein, tout ce que tu as abordé, produire, distribuer, la logistique. Alors, moi je voulais te poser une question. Nous, on a un problème à Saint-Denis tout de suite, là c'est Casino. Casino est en train de se planter. Bon, alors si on considère, c'est pas bien géré, il faut chercher un repreneur. C'est un peu ce qu'on entend dans les syndicats. Ou bien alors on dit, on a réfléchi un peu, mais modestement, hein. Ou bien alors on dit, c'est la grande distribution qui rentre dans une grande crise. Est-ce qu'on est capable d'imaginer, avec les travailleurs de la grande distribution, les paysans, parce que ça coche toutes les cases à la grande distribution, les délocalisations, l'artificialisation des sols, les consommations démentielles d'énergie, tout. La malbouffe, les camions sur les routes, etc., des grands parkings, enfin, toutes les cases de la question écologique sont touchées. Alors soit on dit il faut trouver un repreneur, c'est ce qu'on entend là tout de suite là, dans le milieu des syndicats, ou bien alors on se rassemble avec les paysans, les salariés, pour imaginer, pour inventer une alternative pour amener de la bouffe dans les assiettes à la grande distribution.
est-ce que tu penses que c'est le genre de boulot dans lequel il faut... C'est ambitieux, hein. En général, il y a plein de gars, ouais, c'est utopique, hein, on ne va pas y arriver. Mais si on ne fait pas ça, on va faire quoi? Donc, est-ce que tu penses que c'est sur des voies comme ça qu'il faut organiser une nouvelle lutte, une nouvelle alliance, hein? Parce que moi, je suis vachement d'accord avec ce que tu dis. On ne peut pas reprocher aux gars qui ont pas le rôle. On ne peut pas leur demander de renoncer à des comportements qu'ils n'ont jamais eus. Moi, j'habite dans une rue très populaire à Saint-Étienne, dans un quartier en rénovation. Il n'y a pas de piscine. Ils réparent toutes les bagnoles eux-mêmes. Ils achètent des alliés à Emmaüs, machin, et tout, etc. Donc, eux, ça va. Hein, ils sont écolos. À fond, ils n'ont pas le choix. Donc, est-ce que c'est pas plutôt en prenant les grandes questions de la crise, de l'emploi, en s'orientant vers d'autres solutions, plutôt que ces histoires de reprendre des activités telles qu'elles sont avec des meilleurs gestionnaires que ceux d'avant, parce qu'on a, nous on est dans des villes, on connaît ça. Malifrance, il y a le pauvre. 12-15 bonnes repreneurs qui se sont succédés pour qu'il ne reste plus rien. Donc c'est pas. Mais c'est difficile de s'y prendre autrement parce que c'est vrai qu'il y a une pesanteur dans les syndicats, puis même les écologistes n'ont absolument pas réfléchi à la question de la grande distribution des parkings de casinos. Et pourquoi on a quand même été capable de construire à petite échelle, bien sûr, mais des amas, des tas de trucs, des cantines solidaires, des petites boutiques, des magasins de producteurs, de la ferme au quartier, enfin tout ça. Donc est-ce que c'est pas ça la grande lutte sur laquelle il faut créer une grande alliance avec des intellectuels, tout ça, etc., des ingénieurs, des managers, tout ce qu'on veut, pour inventer d'autres solutions à cette échelle-là. Parce que les communs, tous ces trucs, moi, ils sont vachement d'accord. Je discutais avec plein de gens dans ma rue, moi, ils disent, oh bah ouais, mais c'est vachement bien, mais comment qu'on fait, quoi? Quel du concret par rapport à notre vie, à ce qu'on déroule, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. La réponse est oui. Non, mais t'as oui. des campagnes qui pourraient donner un coup de main. Oui, bah, on s'appelle après. Oui, non, mais oui, tout à fait. Je pense que c'est exactement le genre de choses qu'il faut penser. C'est-à-dire, et ça dépend en fait. Ici, ça va être une question de grande distribution et comment est-ce qu'on repense, après la fin de Casino, la réorganisation de l'alimentation. Ailleurs, j'étais dans l'Allier il n'y a pas très longtemps pour voir ce qui se passe autour de l'ouverture de la mine de lithium qui veut l'ouvrir. Bah, c'est une autre question autour de laquelle on va pouvoir se réorganiser. Mais celle-là, pour le coup, sur la grande distribution, c'est hyper important. Il ne faut pas de repreneur. Si c'est un repreneur capitaliste de la grande distribution, non, il ne faut pas de repreneur. En le disant, je me dis c'est une connerie de dire ça, parce qu'il y a des gens qui bossent aussi, il y a des gens qui s'y alimentent, donc on peut pas s'attendre à ce que ça s'arrête. Donc il faut repenser à cette échelle-là, je suis d'accord. D'abord à cette échelle-là, des systèmes d'alimentation locaux, avec les municipalités, avec des paysans, avec les organisations écologistes, les syndicats, etc. La difficulté, moi j'ai l'impression, c'est qu'on arrive toujours à la bourre. À la bourre, on est toujours en retard, quoi. Enfin, tu vois, on n'a jamais un coup d'avance. C'est-à-dire là, je ne sais pas exactement la situation de Casino à Saint-Étienne, mais en général, quand il y a une fermeture d'usine, on annonce la fermeture, ou la fermeture d'un certain nombre de trucs, et puis c'est à ce moment-là qu'on se met à réfléchir, à dire bah, qu'est-ce qu'on devrait faire, à chercher de l'argent, quand il faut chercher de l'argent, à réfléchir, à savoir... On est englué dans des modèles qui sont omniprésents, enfin je veux dire, on a du mal à s'émanciper de ce que finalement on a construit et d'élaborer un possible autrement, même de parler par exemple tout à l'heure de cette proposition-là d'être chacun un peu actionnaire, je trouve hyper intéressante. C'est une façon de coopérer, enfin vraiment, qui est une forme intéressante, qui pourrait être effectivement le cas, j'imagine, sur Casino à plus petite échelle, mais elle pourrait être repensée. Mais on subit vraiment un modèle qui est là depuis. On a du mal à s'émanciper, à penser autrement. Est-ce que finalement, c'est pas la contrainte et l'aliénation qui engendre la solution? C'est un rapport dialectique finalement, où plus le capitalisme est totalitaire, on pourrait dire, plus finalement l'injonction, l'impératif de vouloir respirer
de vouloir s'en libérer, apparaît et crée par contrainte, par obligation d'une certaine manière, des solutions. Peut-être finalement ce qu'on fait ici c'est très bien, on réfléchit comme ça, on pose des beaux concepts, on lit des livres, c'est très bien, je m'inscris dans cette position-là, mais finalement est-ce que c'est pas vraiment l'étouffement du vivant qui, par la force des choses, va engendrer des solutions? C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des besoins de s'organiser beaucoup plus radicaux et beaucoup plus violents et beaucoup plus rapides. Dans un des derniers rapports, le GIEC dit qu'à l'horizon 2100, il y a 3 milliards d'êtres humains qui ne pourront plus vivre là où ils vivent. Donc ça c'est sûr, il va y avoir des gros conflits et des grosses contraintes créées par le capitalisme, mais en fait ce serait bien de ne pas atteindre ce niveau-là. Parce que là encore, en fait, je suis pas sûr que ça soit au moment où on est le plus étouffé, le plus dominé, le plus exploité, qu'on arrive forcément à s'organiser le mieux. Je pense qu'il faut avoir déjà pas mal d'espace de libération et d'autonomie pour pouvoir s'organiser. Et juste pour revenir sur la question de Casino, parce que je pense justement ça c'est un bon exemple de moment où ça étouffe, et en fait je crois que là c'est quasiment trop tard. Enfin peut-être, j'espère qu'il va se passer des trucs pour Casino synthé en particulier, quoi. Mais en général on annonce là dans l'Allier dans lequel j'étais pour l'ouverture de la mine de lithium, il y a 8 usines qui sont en train de fermer, dont ils ont annoncé les fermetures en janvier. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit « Ah, comment on s'organise ?» Mais c'est trop tard. Les plans, ils sont déjà pris et en fait, tout est déjà trop tard. En revanche, ce que je pense qu'il nous faudrait, c'est des formes d'organisation d'abord territoriales, parce qu'elles seront nationales plus tard, je pense, malheureusement, mais d'abord territoriales qui nous permettent d'anticiper ce genre de choses. Et pour anticiper, il faut d'abord repenser ce que c'est que la logistique, l'organisation, l'alimentation sur un territoire, et en avoir les moyens financiers. Donc je sais pas, c'est une piste pour l'instant, je pense, pas encore creusée, mais je pense qu'il faudrait creuser, qui seraient des mutuelles de territoire pour les lieux, enfin les espaces de travail qui sont délocalisés ou qui sont fermés, pour pouvoir les réapproprier collectivement, quoi. Et se dire des mutuelles qui mettent en lien des organisations écologistes, des syndicats, des habitants, des naturalistes, en disant on va, quand il y aura besoin, on aura de l'argent pour réapproprier un certain nombre de lieux de production. Voilà, je pense que ça, et GKN c'est ce qu'ils font de manière magnifique avec l'actionnariat populaire, mais c'est une situation démente. C'est des ouvriers qui sont pendant 2 ans en occupation permanente de leur usine, payés, et qui ont une liberté que personne n'a jamais. Donc c'est très bien, mais en fait, et c'est pour ça qu'ils ont la capacité de mettre ça en place. C'est qu'ils ont le temps, l'argent et l'autonomie pour le faire. Et donc en fait, je pense que ce genre de choses, il faut commencer à les anticiper avant la fermeture de Casino, même si ça peut être une occasion justement pour redessiner des organisations territoriales qui donnent de l'autonomie. Juste ça me fait penser à ça, à Grande-Synthe, vers Dunkerque. La mairie, elle a racheté des terres, elle a installé des maraîchers sur ces terres. Elle leur a demandé de cultiver en bio, et c'est les maraîchers sur les terres rachetées par la municipalité qui fournissent l'alimentation, la majeure partie de l'alimentation des écoles et des trucs publics de la ville de Grande-Synthe. Ça se fait ici à l'échelle, enfin la loi, il y avait il y a quelques années la ville de Firminy qui a justement mis à disposition des terrains et qui permettait de produire effectivement des légumes. Il y avait des personnes dédiées à l'entretien de cet espace-là, et ça permettait en tout cas d'alimenter des maisons de retraite, des écoles. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui effectivement sont hyper intéressantes. Sur des coûts d'essai, en tout cas, ouais, moi je pense que c'est aussi une voie exploitable sur des projets de ce type-là. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à recenser. On peut penser, mais là on rentrait peut-être dans un débat trop complexe. On a quand même il y a un dîner après. Vous n'êtes pas sans savoir. Il y a un dîner après, on était censé dire ça. Et un bar.
on a un bar et un dîner. Le dîner, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent rien mettre si on leur servira à manger. Il suffit simplement qu'on remette les tables un peu, qu'on cède un peu. Donc peut-être qu'on pourrait rester là. Et puis remercier mon ami Paul, parce que c'est vraiment un livre que je vous conseille de l'acheter, parce que c'est un livre justement moi aussi je vous conseille. Qui lance ses prémices de construction de paradigmes nouveaux. Merci bien.